Bonjour, je me nomme Jacob Erebi et je suis professeur de droit civil au sein de la prépa ISP. Spécifiquement, il me revient chaque année d'enseigner dans le cadre de la préparation du concours de l'ENM complémentaire, la matière qui est constituée par le droit des obligations. Or, en cette année 2021, le concours de l'ENM complémentaire, dans le cadre de l'épreuve de droit civil, a donné lieu, vous le savez, à un sujet pur de droit des obligations, un sujet intitulé « L'écrit en droit des obligations ». Faisons quelques constatations pour commencer avant de nous lancer sur la piste d'éléments qu'il fallait fournir à l'examinateur pour lui tenir le discours d'une démonstration juridique. Parce qu'il s'agit bien là de l'exercice spécifique de la dissertation à l'ENM, la production d'une démonstration, d'une argumentation juridique. Alors, quelques constatations liminaires. D'abord, force est de constater qu'il s'agit d'un sujet difficile. Ma mémoire aidant, je me rappelle encore les sujets des premiers concours complémentaires en 2004 et en 2005, et l'on avait pu alors constater que déjà les sujets étaient difficiles, ils avaient alors trait à la cause ou à la perte de chance. Depuis que le concours est devenu régulier, c'est-à-dire depuis 2010, les sujets étaient plus faciles, disons. On peut penser à des sujets sur le divorce ou encore sur les nullités en matière contractuelle. Force est de constater que le sujet l'écrit en droit des obligations est peut-être le sujet le plus difficile qui ait été donné dans le cadre du concours complémentaire depuis qu'il existe. Il n'y a pas de raison, d'ailleurs c'est un sujet qui fondamentalement, s'il est effectivement ardu, n'est pas infaisable. Avec de la méthode, avec des connaissances de base, une bonne réflexion, le sujet est praticable. Il est peut-être difficile de briller sur un tel sujet, mais en tout cas, avec une bonne méthode, il est certain qu'on peut construire sa dissertation avec, on va dire, l'idée véritablement de cette démonstration juridique, de cette production essentielle d'une argumentation et d'une, démonstration. Comment faire pour cela? D'abord, il faut étudier le sujet un peu plus en profondeur. L'écrit en droit des obligations. Déjà, l'intitulé délimite l'intérêt du sujet et le champ d'investigation du candidat. Il est vrai qu'un sujet, l'écrit en droit de la famille, ne serait pas totalement inintéressant, mais sans aucun doute moins pertinent que le sujet l'écrit en droit des obligations. Et force est également de constater que le droit des obligations en tant que tel est véritablement une matière qui est elle-même assez large et assez transversale pour accueillir un tel sujet. Il faut penser que le droit des obligations regroupe en effet le droit des contrats, le droit du délit, la responsabilité civile délictuelle, bien évidemment, le droit du régime général de l'obligation, auquel on peut ajouter tout de même ces satellites que sont les régimes spéciaux d'indemnisation ou encore les quasi-contrats, et le droit de la preuve. Je reviendrai sur ce point. Lorsque l'on évoque évidemment l'écrit en droit des obligations, on voit bien que toutes ces sous-matières ne sont pas concernées. On va sans doute pas traiter de la responsabilité délictuelle, ça ne serait pas pertinent. Nous n'allons pas non plus sans doute véritablement explorer la question du régime général de l'obligation, quoique l'on pourrait s'arrêter par exemple sur la notion de paiement, qui n'est qu'un fait juridique et pas un acte juridique, mais il n'y aurait pas beaucoup plus à dire. Enfin, peut-être que là aussi les quasi-contrats ne se prêtent pas à beaucoup de discussions quand le sujet est l'écrit en droit des obligations. Donc par élimination, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve assurément l'idée d'abord que le sujet va évidemment concerner le droit des contrats. Il va avoir un intérêt tout particulier dans cette matière, puisque le droit des contrats et le droit des actes juridiques en manière générale vont concentrer la plupart de nos développements.
Mais il ne faut pas oublier que le sujet va également concerner le droit de la preuve. Et d'ailleurs, il est facile de le savoir. Là aussi, c'est une question de méthode. Lorsque, l'on découvre le sujet, il faut avoir des réflexes, et parmi ces réflexes, il faut évidemment se poser la question de la définition des termes du sujet. Le droit des obligations, on l'a vu, ne pose pas de difficulté, il restait à définir l'écrit. L'écrit, d'abord, qui n'est pas une notion spécifique en droit, mais qui est tout de même une notion qui est définie par le droit. Et c'est dans le droit de la preuve, dans la partie du Code civil consacrée à la preuve, les articles 1353 et suivants, qui sont consacrés à la preuve, et c'est précisément l'article 1365 du Code civil que l'on va découvrir cette définition de l'écrit qui, on va dire, est assez large, assez souple, pas très juridique, mais qui va nous permettre surtout d'envisager la notion au sens large. En effet, l'article 1365 du Code civil définit l'écrit comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Une définition qui semble un peu absconte au début, mais qui éveille beaucoup d'intérêt chez nous immédiatement. Pensez-y, l'écrit consiste en une suite de lettres. Ça nous semble totalement évident. Et puis, tout d'un coup, l'on tombe sur une suite de caractères, de chiffres, des signes, des symboles. Du moment que ça a une signification intelligible, alors déjà, ça veut dire que on ne parle pas que de l'écrit en français, on va parler de l'écrit en toute langue, mais peu importe. Et on nous dit quel que soit leur support. Et ça doit aussi éveiller chez nous, des questions comme l'écrit électronique, par exemple, dont il fallait impérativement parler dans notre dissertation. Alors, on résume, on a une notion d'écrit au sens large, on peut avoir donc l'écrit manuscrit, l'écrit dactylographié, on peut avoir l'écrit chiffré, et on va tout de suite évidemment penser aux sommes d'argent. Tout cela doit être intelligible, et ce, quel que soit le support. On pense évidemment au support matériel, on va aussi penser au support numérique ou électronique. Et rien qu'en réfléchissant, vous le voyez sur notre domaine d'investigation, qu'est-ce que l'on entend par droit des obligations précisément, et qu'est-ce que l'on entend par écrit? Déjà, grâce à la définition des termes du sujet, et je dirais à la détermination des contours de ce qui va être notre démonstration, déjà, nous pouvons nous mettre sur la piste d'un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce que l'on peut dire encore? On peut aussi, si l'on a quelques cultures de base, continuer peut-être à construire notre réflexion autour de l'idée de l'évolution de la place de l'écrit en droit des obligations. Il est clair que lorsque l'on fait une dissertation dans le cadre d'un concours comme celui de l'ENM, y compris l'ENM complémentaire, toute notre investigation intellectuelle doit reposer sur le droit positif. Mais ce droit positif lui-même est généré par toute une histoire, par des origines qu'il faut un peu connaître pour comprendre les mécanismes. Et dans une introduction, il est toujours de bon ton peut-être d'avoir un petit retour historique sur la notion qui fait l'objet du sujet. Et là, disons-le, on a presque la porte ouverte vers le droit romain lorsque l'on évoque l'écrit en droit des obligations, puisque, je vous le rappelle, en droit des contrats romains, l'écrit était obligatoire. Précisément, le contrat existait par son formalisme en droit romain. C'était une condition de l'existence même de l'engagement contractuel que le respect d'un certain formalisme et donc d'un écrit. Or, là aussi, on va pouvoir noter quelques éléments, cela a beaucoup changé. Cela a beaucoup changé dès 1804. Les rédacteurs du Code civil n'ont pas entendu faire de l'écrit une condition de validité du contrat. Au contraire, le principe, même s'il n'est pas forgé dans le marbre du Code civil de 1804,
on le sait, est le consensualisme. Le contrat se forme par la rencontre des volontés. Et aujourd'hui, ce consensualisme, il est inscrit dans le Code civil depuis la réforme du droit des contrats par l'ordonnance du 10 février 2016. Entrée en vigueur, vous le savez, le 1er octobre 2016. Aujourd'hui, le consensualisme est même précisé à plusieurs reprises dans le Code civil, notamment dans le cadre de la liberté contractuelle de l'article 1102, où cette liberté contractuelle va jusqu'à s'étendre à la forme du contrat. Le contrat consensuel, donc, est le principe dans le Code civil. Ce contrat consensuel, c'est-à-dire ce contrat qui se forme par la rencontre des volontés, répond lui-même au principe de l'autonomie de la volonté, selon lequel, la volonté suffit à faire le contrat. Automatiquement, on en déduit quelque chose d'important. L'écrit, pour ce qui est du droit des contrats, n'est pas une évidence. Il faut le savoir. Lorsque l'on s'interroge, en général, en tant que quidam, quand on interroge le non-juriste sur la dernière fois qu'il a conclu un contrat, son réflexe est de se demander la dernière fois qu'il a signé un contrat. C'est une erreur. Des contrats, nous en passons tous les jours. Et la plupart de ces contrats sont verbaux. Il suffit de se rendre compte que on a conclu un contrat de vente en se rendant dans une boulangerie et en achetant sa baguette de pain. On n'a bien évidemment rien écrit, on a pourtant conclu un contrat de vente parfaitement valable, parfaitement exécuté et même terminé. Du fait de la délivrance de la baguette en échange du prix. Le contrat existe donc en dehors de l'écrit et c'est même le cas le plus courant. Le contrat peut tout de même être écrit, mais soit il s'agit d'une obligation, soit il s'agit aussi d'une forme de sécurité juridique auquel les parties s'astreignent. Une sécurité juridique quant à quoi? Une sécurité juridique, tout simplement, quant à la preuve, la nature et l'intensité des obligations auxquelles ils s'astreignent. Si des parties décident par elles-mêmes de conclure un contrat écrit, alors que la loi ne l'y oblige pas, cette volonté s'accompagne tout simplement d'une idée que le formalisme contractuel et l'écrit contractuel va les protéger. Dans certains cadres, au contraire, c'est la loi qui oblige à conclure des contrats écrits. Cela arrive régulièrement, on pense au contrat de cautionnement, on peut penser au contrat de société. Si vous voulez créer une société et que celle-ci soit immatriculée, il est nécessaire que vos statuts, le contrat, le cœur de la société, soient écrits et soient même publiés et diffusés. Les contrats de vente immobilière sont astreints à un formalisme très complexe. On voit que l'écrit peut aussi servir, au-delà de la détermination des obligations, d'instrument de sécurité juridique et de fixation des obligations par les parties. C'est écrire un contrat, c'est presque comme le scribe le faisait, graver dans le marbre, c'est-à-dire rendre intangible le contrat pour toutes les parties, bien au-delà de ce que la loi prévoit. Encore une fois, tout ceci ne peut être détaché, on le voit, de l'idée de preuve. Je vous rappelle que, en droit de la preuve, l'ancien article 1315 du Code civil, aujourd'hui l'article 1353 du Code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Et je vous dirais quelle meilleure preuve, même si elle n'est pas forcément toujours parfaite, mais quelle meilleure preuve pour celui qui réclame l'exécution d'une obligation contractuelle que de produire le contrat. Qu'est-ce à dire? Que le contrat a tout simplement cette vocation, lorsqu'il est écrit, aussi, presque d'échapper au contentieux futur,
parce que l'on ne va pas se faire la guerre si l'on est sûr du résultat, si ce résultat est déjà écrit dans le contrat, et à tout le moins, s'il devait y avoir contentieux et recours au juge, alors l'on pourrait imposer au juge le respect du contenu du contrat, puisque je le rappelle, bien sûr que le juge peut revenir sur la qualification des contrats, bien sûr que le juge peut interpréter les contrats, mais le juge se voit imposer d'une part, les clauses qui sont claires et précises, le juge ne saurait même les interpréter au risque de la dénaturation, et d'autre part, le juge va se voir imposer le contrat au nom de la force obligatoire des conventions. C'est le fruit de la volonté des parties. Le juge peut être lié. C'est ainsi même que dans un contrat, on peut s'adresser à un juge. On peut limiter les pouvoirs du juge. Par exemple, en prévoyant une clause limitative de responsabilité. En cas de responsabilité contractuelle, le juge, sauf exception, ne saurait prononcer des dommages et intérêts au-delà de ce que le contrat stipule. Encore, on peut limiter l'appréciation de la force majeure par le juge en prévoyant des clauses de force majeure, etc., etc. On voit donc, encore une fois, que l'écrit va servir à prouver les obligations, mais aussi à imposer les obligations aux parties et aux juges. Enfin, il y a des cas où la preuve par écrite va être exigée. C'est-à-dire que la preuve ne va pas simplement être utilement produite par écrit. Parfois, le droit exige que l'on ait un écrit qui puisse servir de preuve. Je pense, encore une fois, à certains contrats, mais je pense aussi, tout simplement, aux prescriptions du nouvel article 1359 alinéa 1er. L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, 1500 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. C'est-à-dire que dans certains cas, le législateur a même limité l'ampleur de la liberté des parties de prouver la preuve par écrit pour certains actes, la preuve par écrit pour certaines sommes, signifie encore une fois que l'écrit en matière de preuve a une place tout à fait particulière. L'écrit a une place tout à fait particulière, déjà quand il est sous seing privé, plus encore quand il est authentique, plus encore quand il est publié. Un acte écrit publié devient opposable erga omnes, par exemple. On voit que l'écrit va donc acquérir de la force aussi, par ce biais-là. Enfin, et je l'ai dit au début de cette vidéo, il ne faut pas oublier, cette fois-ci, à la fois au titre du droit des contrats, mais aussi au titre de la preuve, que l'écrit électronique et la signature électronique, depuis 2000, ont une place tout à fait particulière en droit. La loi de 2000 sur la signature électronique a été à plusieurs reprises modifiée, le dispositif sur l'écrit électronique dans le Code civil également. Il faut rappeler qu'évidemment, dans notre monde moderne, on ne peut aujourd'hui plus se limiter à l'écrit manuscrit, à l'écrit matériel. Il faut évidemment envisager la question de la formation des contrats électroniques, la signature des contrats électroniques, et aussi la production à titre de preuve des contrats électroniques. Tous ces éléments-là devaient naturellement intégrer votre réflexion. Je viens de vous donner toute une suite et je vous ai livré ma pensée telle qu'elle. Mais il faut bien comprendre finalement que tout cela doit être rationalisé autour déjà d'une problématique. Alors une problématique qui doit être bien évidemment approfondie et allongée. Mais si on devait ne serait-ce que la formuler simplement pour éclairer, on doit immédiatement se demander quel est l'intérêt, la valeur et la portée d'un écrit en droit des obligations. En effet, c'est pas une question monovalente qu'il fallait poser. Encore une fois, c'est peut-être au travers d'un triptyque, celui de l'utilité,
de l'exigence, celui bien évidemment aussi de la valeur, c'est-à-dire du caractère normatif de l'écrit, et enfin de la portée, à l'égard de qui et dans quelles circonstances. Voilà tous les éléments qu'il fallait arriver finalement à décrypter pour résoudre ce sujet problématisé. Ainsi, quel est l'intérêt, la valeur et la portée de l'écrit en droit des obligations? Comment résoudre cette problématique, cette interrogation, à partir de tous les éléments que l'on a vus? Bien évidemment, je réserve une correction intégrale à mes élèves inscrits dans le cadre du prochain concours, mais je vous mets sur la piste immédiatement. L'on a parlé de l'écrit en droit des contrats, l'on a parlé de l'écrit en droit de la preuve, on a aussi vu que les deux notions étaient intrinsèquement liées. Eh bien, pourquoi ne pas envisager un balancement avec cette idée que l'écrit ad validitatem n'est pas le principe, l'écrit ad validitatem n'est pas le principe en droit des obligations, mais que la preuve par écrit est reine en droit de la preuve. La preuve par écrit est reine en droit de la preuve. Vous voyez ce balancement, cette tension que l'on arrive à créer entre, encore une fois, l'écrit ad validitatem, qui n'est pas le principe en droit des obligations et en droit des contrats, et l'écrit ad probationem, qui est sans doute vecteur de sécurité juridique en droit de la preuve. Partir sur ce balancement, c'est évidemment peut-être résoudre la problématique seulement en 2 phrases. Il faudra prolonger, on l'a dit, dire que l'écrit ad validitatem n'est pas le principe, c'est rappeler le principe du consensualisme, rappeler aussi toutes ces exceptions, les exceptions légales, mais les exceptions volontaires. Quant à l'écrit ad probationem, eh bien, de rappeler que lorsque l'on dispose, eh bien, de l'obligation de prouver, lorsque l'on est soumis à l'obligation de prouver, rien de plus pertinent que de prouver par écrit. D'ailleurs, en certaines hypothèses, c'est même obligatoire. Voilà pour les pistes que l'on pourrait avancer pour corriger ce sujet, l'écrit en droit des obligations. Nous approfondirons cela avec ceux que j'aurai le plaisir de rencontrer à l'occasion de la formation prochaine. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite en toute hypothèse une bonne préparation et votre réussite au concours de l'ENM complémentaire. Je vous remercie, au revoir.